commencerai par le commencement, quelque chose de très banal et quelque chose qui l'est moins. Une grande déception, comme des tas de gens, concours de recrutement dans l'enseignement public secondaire, agrégation de lettres classiques et tâches dans l'appareil scolaire, dans des lycées, des collèges français. Et là, c'est même pas de la désillusion, c'est une colère. C'est une colère de voir l'écart total entre ce à quoi j'ai été formé, enfin, ce que c'est qu'une agrégation de lettres classiques, et ce qui m'est demandé dans l'exercice d'un métier. Je quitte, au bout de quelques années. Je quitte parce que j'étais dans des configurations, y compris philosophiques, différentes, et puis je voulais repartir vers d'autres cieux. Je prépare, ce qui n'est pas forcément très bien vu de mon entourage de l'époque, l'École nationale d'administration. Ça s'appelait comme ça. Et finalement, la découverte intellectuelle de l'époque, c'est le droit public. Et une passion pour le droit public qui commence là. C'est-à-dire que je découvre dans le droit public les fondements de la démocratie française. Non pas dans le droit constitutionnel d'ailleurs, mais dans le droit administratif. Je découvre là que finalement, au fil des décennies, le juge administratif avait vraiment tracé le régime démocratique d'une manière qui, en général, est assez peu repérée. Arrive la fin de cette période à l'ENA, et je suis obligé de raconter des trucs qui semblent un petit peu personnels, mais j'étais pas mal classé à la sortie de l'ENA. Or, scandale, je choisis l'éducation nationale. Scandale parce que je me souviens du directeur de cette école qui m'appelle au téléphone chez moi, la veille de l'amphigarnison, me disant « Gauthier, je crois que vous vous apprêtez à prendre une décision qui n'est pas la bonne. » Je l'ai remercié et je l'ai prise. 4 ans de travail au sein du ministère dans des fonctions importantes, ça consiste pour moi à voir que l'autre côté des choses, par rapport à ce que j'avais vu en étant enseignant, était pire que ce que j'avais été en enseignant, vient la déception. Et donc, je me dis, il y a de la musique, il faut danser, j'écris un pamphlet contre le ministère dans lequel je travaillais. Et ce livre, qui s'appelle « Querelle d'école », pour une politique des contenus d'enseignement, ce qui montre que j'ai au moins quelques persévérances dans les idées, fait pas mal de bruit à l'époque. J'estimais avoir fait le job dans l'éducation, je me casse, et je vais donc occuper des fonctions à la Direction générale de l'aviation civile, où j'étais responsable de la négociation et de la gestion des accords aériens internationaux de la France. Alors ça, c'est pour moi, au plan intellectuel, quelque chose de tout à fait remarquable, puisque alors que je n'étais pas originaire, ni d'une famille, ni d'un milieu économiquement marqué, je découvre la gestion des intérêts. Les intérêts des grandes entreprises pour lesquelles je travaillais. Air France, à l'époque il y avait UTA aussi. Bon. J'avais décidé de rester à travailler dans le secteur de l'aviation, voire au Quai d'Orsay, enfin par là autour. Ce poste avait des côtés tout à fait agréables, je voyageais beaucoup. Bon. Mais j'ai écouté les sirènes d'un monsieur qui était bien connu en bons termes à l'éducation nationale à cette époque, qui s'appelait André Legrand, ancien recteur de Bretagne. Et là, j'entre avec des fonctions qui successivement furent de deux types, je les évoque très rapidement, des fonctions d'administration centrale. J'étais l'adjoint du DGESCO qui était à l'époque, qui fut André Legrand, puis qui fut quelqu'un comme Christian Forestier après, j'ai du respect pour l'un comme pour l'autre. Puis, après différentes péripéties, deuxième versant, non pas pour agir, mais pour regarder ce qui se passe, l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Alors, je passe très vite là-dessus, mais on peut dire que ça a été un certain bonheur, la liberté d'investigation. J'allais dans les lycées, les universités, puisque cette inspection générale-là le permettait, j'allais dans les écoles maternelles, je discutais avec les responsables aussi bien qu'avec les enfants de maternelle ou les élèves des réas, je m'en souviens très bien. Une liberté totale d'investigation, puis quand on sait un peu y faire pour pas intimider les gens, ça marche bien, quoi. Les gens ils demandent qu'une chose, c'est de parler. Vous allez voir les profs d'anglais du collège de Béthune, à 8h le matin, ils font la gueule. Un mec qui vient de Paris, bon, ça va pas, on est inspecteur général, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis une fois que, quand on se quitte à midi, ah bon déjà, mais enfin, etc. Bon. Donc ça, c'est un côté extrêmement rassurant de ce métier. L'envers des choses, c'est que dans le contrat, il y avait que nous ne pouvions pas publier sans que le ministre donne son agrément. Très bien. Alors dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion d'écrire des rapports qui ont fait
je ne le dis pas par prétention, mais qui ont fait leur chemin, notamment le rapport sur les acquis des élèves, pierre de touche de la valeur de l'école, celui-là, ou bien un moins connu, mais qui à l'époque, comment obtient-on en France, en éducation comparée, une licence ou un master? Dans ces années-là aussi, le besoin de la recherche, le besoin de... il m'apparaît que ce que faisaient mes collègues, c'est-à-dire se contenter de cet accès administratif et inspectorial aux données, ça leur convenait tout à fait, moi c'était pas suffisant. Et là je dois dire que j'ai bénéficié de l'accueil extrêmement enthousiaste et cordial de plusieurs chercheurs, autant dire les noms, hein. Et Agnès Van Zanten qui m'a proposé de faire partie de l'équipe de recherche avec elle, André Robert, je vais y revenir dans un instant, Claude Lelière avec qui j'étais fréquemment en contact, etc. Bon voilà, je passe Xavier Ponge d'une autre façon, bon j'en oublie sans doute. Dans ces moments-là, le contact avec la recherche, ça se conjugue pour moi avec l'idée, tiens, mais après tout, tous ces travaux que j'ai accumulés, articles, rapports, dans le cadre international aussi, j'y viens dans un moment, qu'est-ce que ça vaut tout ça, d'autre chose qu'un fonctionnaire qui gratte des pages? Et donc, je parle à un universitaire, qui est André Robert, lui demander est-ce qu'il serait d'accord, en sachant que pour lui, ça ne serait pas forcément facile, hein, pour patronner, pour être directeur d'une thèse sur travaux, même si ce n'était pas tout à fait dit comme ça. André Robert accepte, et c'est un beau moment de ma carrière, puisque ça m'oblige à reprendre tout ça, du recul par rapport à tout ça, constater les faiblesses théoriques, c'est évident, puisque ces travaux n'avaient pas été faits, sauf un ou deux. Si, ce que j'avais fait avec Agnès Van Zanten correspondait à peu près au cadre théorique des travaux universitaires, les autres non, c'était un autre mode. Donc en 2011, je soutiens cette thèse. Il m'est proposé progressivement de prendre des fonctions d'abord comme vacataire, puis d'être nommé professeur associé à l'université Paris 5, Paris Descartes. Et là, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. D'abord, mes collègues universitaires m'accueillent avec infiniment d'ouverture, ce qui n'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Puis, les étudiants, ils venaient du monde entier. J'enseignais beaucoup dans le master que Catherine Agulon a créé. Et là, j'avais des gens qui venaient du monde entier, souvent un petit peu des BA de l'éducation. L'éducation, c'était bien, l'éducation, c'était gentil. Et moi, j'explosais en leur disant que non. Depuis ce matin, dans le monde, sous le nom d'éducation, il y a des tas de choses horribles qui se sont faites et dites, et qu'on ne pouvait pas garder leur béatitude. Alors, ils étaient très surpris de ce genre-là, et ce que je leur apportais, je l'ai compris, c'était l'irruption du politique. Ce que je pouvais faire beaucoup mieux que mes collègues universitaires, qui n'avaient jamais vécu l'intérieur des dossiers, si je peux dire. Moi, je leur apportais ça, et là, ils étaient tout surpris. Dernier point, sur le versant enseignement et à la limite, ma découverte et mon immersion dans quantité de systèmes éducatifs étrangers. Donc vraiment, là, ça a été plusieurs chances que j'ai eues, un cas de figure intéressant. Hein. Alors, ça a commencé... Alors, parfois, il y a eu des écrits, parfois, il n'y a pas eu d'écrits. Mais si je cite le Japon, l'Inde de manière très régulière, le Japon fortement, puis l'Irlande, le Bénin, etc. Bon, alors, ça ne sert à rien que j'accumule des noms de pays, si ce n'est pour dire quand même l'importance qu'a eu pour moi l'existence d'une association des inspections générales en parallèle à l'enseignement européenne, où là c'était quand même une manière incroyable d'aller voir, d'aller se plonger tout seul dans un établissement d'enseignement irlandais et de regarder comment ça se passait. Et quand vous voyez qu'au bout d'une heure et demie, les deux gamins qui vous attendaient en bas, ils vous avaient fait visiter le lycée, mais vous n'aviez encore jamais vu d'adultes, parce qu'on considérait que c'était normal que ce soit des élèves qui vous accueillent, vous disiez, tiens, il y a quelque chose, non pas de pourri au royaume du Danemark, mais peut-être des choses à changer au royaume de France. Voilà, des choses comme ça. Alors, quand même, mon chemin de Damas, pour terminer sur ma carrière, mon chemin de Damas, je l'ai vécu dans une classe d'une bourgade béninoise profonde, où j'étais tout seul pour le compte de l'UNESCO, il y a fort longtemps de ça. Une école primaire, où je voyais des instituteurs qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient, avec une directrice d'école qui faisait tout ce qu'elle pouvait aussi. Et puis je me disais que je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que je voyais les gamins, à la fin de chaque année scolaire, c'était où tu passes, où tu redoubles, ou plus souvent encore, tu es viré. Et je voyais à l'échelle de ce village, je me disais, mais quand même, c'est pas possible. Le gamin, il a été à l'école pendant 3 ans, il est viré, il n'a pas rien fait pendant 3 ans.
Et donc j'ai commencé à gratter, j'ai donc demandé à la directrice est-ce qu'elle m'autorisait, j'ai fait une étude de cohorte à partir des registres matricules, et là j'ai vu mon chemin de Damas, c'est-à-dire j'ai compris en quoi l'évaluation et les décisions prises sur les élèves étaient le navire amiral de la honte et de l'aberration scolaire. Je l'ai vu au Bénin, après je l'ai vu dans pas mal d'endroits, dont un pays qui s'appelle la France. Bon, voilà, sur le parcours professionnel, pour rentrer dans les grandes lignes, mais j'ai sans doute été trop bavard déjà, mais j'ai trouvé qu'au fil des années, ça a pas mal varié. Oh, quels auteurs! Voilà bien une question à la fois intéressante et délicate. Elle est intéressante parce que, bien entendu, on en vit. Elle est peut-être plus délicate encore, dans mon cas, que dans d'autres, puisque, comme vous l'avez compris, je ne relève d'aucune discipline. Certes, la philologie ancienne a occupé mes jeunes années, mais oui, c'est une discipline universitaire, mais au-delà de cela, je ne relève d'aucune discipline. Donc, désolé de le dire, mais les lectures que je vais très rapidement énoncer vont vous sembler terriblement disparates, et vous allez vous demander comment tout ça, ça peut ne pas me rendre schizophrène. Bon, alors, ben oui, je ne peux pas taire que de mes études anciennes et antiques, j'ai gardé des références qui valent encore aujourd'hui pour moi. Hein. Stylistiquement, il faudrait que je cite Cicéron. Quant au contenu des choses, il peut m'arriver d'avoir vraiment besoin de Thucydide, et peut-être plus étonnant encore, pour le texte grec de l'Évangile, qui m'arrive de citer. Bon, voilà. Je dis pas ça pour m'amuser, je dis parce que ça fait partie des lectures. Bon. Après ça, j'ai été noyé dans la vague structuraliste, comme tant d'autres. Et là, j'ai dû faire des choix, me rendre compte qu'il y avait des faiseurs, des gens qui pour moi apparaissaient des faiseurs. Roland Barthes en fut un pour moi, et puis des gens tout à fait brillants. Je cite par exemple le nom de Gérard Genette. Voilà, des grandes lectures qui m'ont fortement marqué. Puis est arrivé le droit public. Alors, je rassure, je ne vais pas là vous donner une bibliographie de droit public pour demain matin, mais je vais quand même citer le droit international public de Serge Sur, comme étant pour moi un livre fondateur qui m'a permis de comprendre ce qu'était la société internationale finalement. Et puis, alors encore plus désolé de le dire, parce que ce n'est pas un auteur que vous attendiez, mais au plan stylistique aussi bien qu'au plan juridique, c'est tellement passionnant, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, ce que les juristes appellent le gaja, en abrégé. Venons-en à l'éducation. Alors, sur l'éducation, il y avait certes des auteurs qui m'ont aidé de manière très, très globale et périphérique, par réflexion sur la politique, etc. Mais je passe là-dessus de manière beaucoup plus attendue, mais alors vraiment pour moi, l'évolution pédagogique en France d'Émile Durkheim. Bon, voilà. Alors, pourquoi je le cite? Je le cite parce que certes, comme pour des tas d'autres gens, ça a été absolument une découverte que la lecture de cet ouvrage, mais surtout, j'avais tous les ans ces hordes d'études, cette classe entière d'étudiants qui venaient du bout du monde, qui ne connaissaient pas le système français et qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un système d'éducation. Bon. Le premier rendez-vous que tous les ans je donnais à cette classe d'élèves, ils étaient une trentaine, c'était le portail de Notre-Dame, le portail de la Vierge devant Notre-Dame. Et nous commencions par parler des savoirs tels que le Moyen-Âge en donnait l'idée aux élèves de l'école cathédrale. Et en 3 heures, je les menais dans tout le quartier latin pour faire une histoire de l'école en France, et ça se terminait devant les grilles d'Henri IV, non pas pour évoquer le tournage de la gifle, mais pour leur parler de tout ça. Je dois dire que ce cours était pour moi un grand plaisir, et pour eux aussi, ils me l'ont dit après. Il y avait même, aux prétentions de ma part, il est même arrivé que des journalistes du Monde viennent suivre le cours depuis le portail de Notre-Dame jusqu'à... Voilà, donc pour dire que Durkheim, je le cite pas en l'air, c'est quelque chose de tout à fait important. Mais après, pour terminer sur cette question d'auteur, une grande diversité. Alors oui, non, quand même, dans ceux qui m'ont chamboulé en matière d'éducation, je le cite parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, et ce qu'il a fait... Bernard Charlot, voilà, donc je
je ne vais pas m'étendre sur le sujet, chacun peut comprendre pourquoi Éducation et barbarie est un livre qui m'a changé la tête, mais c'est vrai. Alors, diversité, oui, c'est ça. Mon rapport aux auteurs est sans doute différent du rapport des universitaires. Hein. À la fois par la diversité de ceux que j'ai lus ou que je lis, qui ne se rattachent pas à une discipline, sauf qu'ils en font partie, mais c'est leur affaire. Donc pour moi, je vois chaque auteur comme une lampe qui brille, hein, mais il y a d'autres lampes, et je suis assez éloigné de l'argument d'autorité quand même, hein, fortement. Voilà à peu près ce que je peux dire, mais tout ça n'est pas fini. Le contexte d'écriture. Quand il m'était demandé de raconter les grandes lignes de ma carrière, j'ai oublié le plus important, le fait qu'à un moment donné, on arrive à cette chose qui s'appelle la retraite. Et que là, j'étais tellement lassé de l'inefficacité, de l'hypocrisie, finalement de constater que le système éducatif de France, au sein duquel j'avais quand même travaillé, la copie n'était pas belle. Je me suis dit, jusque-là, j'ai gagné ma vie, maintenant je vais essayer de travailler. Donc le contexte d'écriture, c'est ça. Ma volonté de percer le mystère. Quand j'énonçais le fait que quand j'ai quitté l'enseignement secondaire, pour quelques années après entrer au ministère de l'Éducation nationale, c'était pour percer un mystère. Or, j'ai rien trouvé. Le placard était vide. Donc, voilà, je me dis, maintenant il faut y arriver. Pourquoi tant de bêtises? C'est pas de moi, hein, c'est je crois Antoine Pro qui utilise même ce mot parfois. Pourquoi tant d'inacceptables? Pourquoi tant de scandaleux? Avant de se quitter, il faut quand même essayer de chercher. Regardez un peu ce que c'est, ça rassurera. Alors, des livres, j'en ai écrit beaucoup, sans doute trop. C'est dans un contexte spécifique qu'est arrivé ce livre, dont je parlerai dans un instant, Manifeste pour le collège. Ce contexte, c'est celui d'un collectif qu'au sein du Centre universitaire d'information pédagogique, le CUIP, nous avons commencé à réunir en 2020, centré autour d'une de ces faiblesses qui nous semblait vraiment tragique du système français, l'indifférence à ce qu'apprennent les élèves. Et donc le SICUR, puisque c'est le nom de ce collectif d'interpellation du curriculum, a commencé à se réunir à ce moment-là pour aborder de manière beaucoup... Alors qu'est-ce que c'est qu'on appelle le curriculum? On ne va pas se lancer là-dedans. Mais c'est l'expérience d'apprentissage réel des élèves dans leurs effets. Hein? C'est pas réussir aux examens, quelque chose de beaucoup plus global. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est que grandir? Et quel rôle les savoirs de l'école et extérieurs à l'école jouent là-dedans. Donc, s'intéresser à ça, ça nous apparaissait assez nouveau. Il nous a semblé que, à l'intérieur de ces problématiques du curriculum français, le collège occupait un petit peu le cœur des choses, quoi, finalement. Hein. Donc, voilà un petit peu ce contexte d'écriture, à la fois un contexte très ancien, l'envie de travailler à fond sur des sujets. Je me souviens cet article, je tenais à l'époque une tribune régulière dans Le Monde sur les questions d'éducation, et j'ai écrit un article qui s'appelle « Plaidoyer pour un gros mot », c'est un mot refusé de l'institution française. Je ne veux pas expliquer là pourquoi, mais 2 points, curriculum. Et c'est ça qui a fait que des gens, citons Patrick Rayoux, m'a appelé au téléphone. « Ah, je t'ai écrit un article, j'aurais bien aimé l'écrire. » Je dis, personne ne t'empêchait. Bon, enfin, je plaisante à peine. Mais c'est ça qui était à l'origine de ça. Et le collège est apparu comme un petit peu le point focal, parce qu'il est au cœur de la scolarité et parce que ça ne va pas du tout, quoi. Voilà. Ce livre, hein, Manifeste pour le collège, avec comme sous-titre « Oser et poser », hein, oser avec les vrais termes du débat, que j'ai coécrit avec Jean-Pierre Véran. Précisément,
c'est un livre de format tout à fait modeste. Donc c'est pas un livre où on va trouver toute l'histoire du collège ou toutes les réflexions possibles sur l'enseignement de physique en cinquième. Hein. Mais en revanche, il reprend et il va plus loin. Il était en quelque sorte, pour le SICUR et pour nous qui en faisons, une manière de faire atterrir un peu le SICUR. Sortons des grandes idées seulement, faisons-le atterrir autour du collège. Alors pourquoi? Il est central. Il est central et puis le comparatiste quand même que je suis en éducation, j'ai produit pas mal de travaux dans ce domaine, en tant que Français supporte mal le fait d'avoir vu beaucoup de pays arriver à créer, dans les mêmes années que nous, les années 1970-80, à créer une école moyenne, Scuola Media en Italie. Alors on peut parler d'Italie, on pourrait parler des pays scandinaves aussi, c'est connu. Hein. Et ça s'est pas fait facilement. J'ai lu beaucoup de choses sur, et puis des chercheurs finlandais m'ont fait connaître des choses sur ce qu'ont été les débats et les oppositions entre elles. La Finlande n'est pas venue naturellement et tout facilement à faire l'école moyenne qui lui a permis après non seulement de briller, mais qui permet aux élèves finlandais d'être heureux. Ça ne s'est pas fait tout seul. Or en France, ça ne s'est pas fait du tout. Voilà, donc l'histoire même du collège nous semblait nécessiter un retour sur image. Le collège en français a donc été créé sous son nom de collège unique par la loi auquel est attaché le nom de René Haby de 1975. Hein. C'est une loi, mais il n'a jamais été pensé au niveau des contenus, au niveau de quelques éléments auxquels je vais venir dans un instant. Il n'a jamais été pensé, on n'a jamais pensé la forme scolaire du collège, c'est-à-dire qu'on a voulu faire servir à une population entière un collège élitiste, banalité de le dire, mais je vois des pays où on a dit, ah bon, on change le format, alors il faut tout changer. En France on a dit, oh, on change le format, eh bien on change rien, ils ont qu'à rentrer et se débrouiller, quoi. Voilà. On n'a jamais posé notamment la question des finalités du collège, hein, jamais, ou de ses modalités. Je ne veux pas entrer dans les détails et vous dire les mots que j'entends dans le vocabulaire italien de l'époque, où ça ne s'est pas fait facilement non plus, hein, mais je constatais un certain consensus. La Confindustria, qui est l'équivalent italien du MEDEF, ses positions sur le collège, non seulement unique, mais le collège de la continuité, le collège créant une école obligatoire de 6 ans à la fin du collège, en Italie, c'est des choses qu'on n'a pas vues ici. Quoi. Bon, voilà. Alors, quelques éléments dans ce livre sur lesquels on insiste peut-être plus particulièrement. Il nous est apparu que le collège en France, et j'en ai tellement visité des collèges dans mes fonctions d'inspecteur général, j'en ai tellement visité, mais pas pour aller inspecter, j'ai jamais inspecté personne, hein, mais pour aller voir, essayer de comprendre comment ça se passait, ce qui se passait et ce qui se passait mal. Et peut-être la chose qui me revient le plus fortement, et qu'on a expliqué là-dedans, c'est à quel point le collège français, on peut le dire de différentes façons, est un objet hors sol. Je m'explique. Y compris par l'architecture. On a vu dans les années 70-80 des collèges germer partout sur le territoire français. Les mêmes, une espèce d'homogénéité architecturale qui montre qu'il ne s'agissait pas du tout d'aller faire un établissement qui convienne aux petits Bretons ou aux petits Corses. Il s'agissait de faire construire du collège unique, partout. Ça se ressemblait, partout. Si on regarde les écoles primaires et les lycées, dans le paysage français, c'est différent. Hein. Les écoles primaires ont été construites avec une collaboration des communes, un intérêt des communes, dans l'époque où ça s'est fait. Hein. Les lycées, on sait très bien qu'ils ne sont pas à l'identique. Hein. Le lycée Masséna à Nice, c'est pas le lycée Ampère à Lyon. Pas du tout. Bon. Les collèges, si, ceux que je voyais étaient presque tous identiques. Ce qui m'étonnait encore plus, c'était de voir à quel point le corps enseignant était souvent tout autant que moi, étranger à la région, à sa culture et au collège. Tous ces collèges de Picardie que j'ai visités, où les professeurs étaient des femmes avec l'accent toulousain, et qui naturellement avaient une idée en tête. C'était plutôt de retourner à Toulouse.
Et la Picardie dans l'affaire. J'avais été, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, j'avais été journaliste au Courrier Picard à un moment donné. La Picardie, ça parlait pour moi. Et je voyais l'ignorance des collèges par rapport au territoire, par rapport... Bon. Alors, je voyais aussi que les collèges français, et on le dit là-dedans avec Jean-Pierre Véran, ne sont pas un lieu de décision locale, c'est un lieu d'application de consignes nationales. D'ailleurs, t'es breton, t'es corse, j'ai enseigné en collège en Bretagne et en Corse, donc j'en parle en connaissance de cause, eh ben on n'en a rien à faire, c'est pas le sujet, quoi, voilà. Alors c'est quand même très très embêtant, parce qu'alors, si vous voulez, d'un autre côté, j'ai vu ailleurs des collèges qui marchaient tout à fait différemment, notamment des collèges où dans le cadre, alors où est-ce que je me repère? Je me repère en Italie, une fois de plus, en Tchéquie aussi, où dans le cadre d'un programme national exigeant et respecté, peut-être plus clair que les programmes nationaux français qui font 80 pages, donc un programme plus succinct, du coup plus exigeant, eh bien les établissements scolaires avaient à élaborer, et ont à élaborer, le curriculum d'établissement, dans le cadre national. Oh, c'est la fin de l'égalité. Bon, d'accord, parce qu'il y a l'égalité en France entre tous les collèges. Alors ça, vous me l'apprenez. Ça aussi, c'est un point très important. Alors moi, ce que j'ai vu dans ces établissements, collèges ou lycées, par exemple à Prague, c'était que les professeurs me disaient, parce que j'arrivais en jouant un petit peu le français de service qui arrive avec ses grosses idées. Oh, ben, mon pauvre monsieur, ma pauvre madame, quand on vous demande en plus de faire les programmes à vous, et là, les professeurs tchèques très effarés, hein, disant, mais attendez, mais c'est le meilleur moment de notre vie, ça. Alors, autre point, le collège comme un lieu qui manque totalement à enseigner, à faire pratiquer la vie démocratique. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais nous vivons sur des leurres de délégués machin, de représentants de trucs, etc., sur des leurres de conseils de classe où les élèves, là comme en classe, on leur demande d'abord de se taire, sur des exceptions, bien entendu, on va me citer des collèges ou des équipes brillantes, ouais, je les connais, mais l'important n'est pas là, l'important est que, moi je me souviens de ce petit élève, là, ce grand élève d'ailleurs, dans un collège de la banlieue de Lisbonne, qui avait des responsabilités dans l'établissement. Il était au centre de doc de l'établissement, le responsable du rayon histoire. Il avait 13-14 ans, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que c'est? Bon, ben non, ce garçon, ça faisait vraiment partie de son truc, quoi. Il est bon. Il n'y a pas ça en France, il n'y a pas de rôle, enfin bref. Ça, je crois que c'est un point important. Et puis, dernier point, mais sans doute le plus important, le collège français comme machine à évincer, comme machine non pas à former, mais à évincer. Et là, c'est tellement dans nos mœurs, c'est tellement dans nos imaginaires qu'on ne le voit même plus. Avons-nous conscience que nous évinçons dans quantité d'académies et de lieux, déjà des élèves que nous envoyons en SECPA, section d'enseignement général des professionnels adaptés. En Italie, ça n'existe pas. C'est bizarre. Et bon, enfin, je ne vais pas me lancer sur la scuola media italienne, mais c'est un lieu de bonheur et de croissance pour les élèves. Bon. Alors, les SECPA, il y a de grands maîtres dans les SECPA. Je suis allé plusieurs fois assister à des séquences. J'ai trouvé de grands enseignants. Sauf que dans le collège, c'était une partie à part. Et quand je leur disais, on va avoir la réunion à 10h avec les professeurs de l'autre partie du collège, on me disait que c'était la première fois qu'ils allaient les rencontrer. Je vous assure. Bon, donc on évince ces élèves-là. Puis après, il y a 36 manières d'évincer. On peut évincer par le haut, en faisant des sections chic. Alors ça s'appelle international, tout ce que vous voulez, bon voilà. Artistique, enfin, bref, on sait comment faire pour trier, alors que ce n'est pas réglementaire. Hein. Le collège, il est pour tous jusqu'à la fin de la troisième. Bon, on évince, on évince, on évince. Mais le pire, non, je ne terminerai pas tout à fait là-dessus, mais presque. Le pire, c'est quand même ce qui se passe en fin de troisième. Où là, c'est tragique. 40% des élèves sont envoyés en lycée professionnel. Ils n'ont jamais, dans leurs études auparavant, eu le moins de contact, sauf quelques exceptions, avec le lycée professionnel. On ne sait pas ce que sont les études professionnelles. Leurs professeurs n'ont pas pu leur en parler, ils l'ignorent totalement. 40% sont envoyés au lycée professionnel, certains de manière tout à fait volontaire, mais une large partie d'entre eux, non. La France est des pays que je connais, un des rares où on envoie quand même à l'âge de 15 ans des élèves faire des études dont ils ne veulent pas. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'aberration qu'il y a là-dedans? Vous me direz, oui, mais vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez? Ben non,
certains savent que j'ai quelques liens avec l'Italie. Bon, les élèves qui sortent du collège, ils ont la liberté, mot étonnant quand même, ce mot de liberté quand même, non? Qu'est-ce qu'on s'embête avec ça? De choisir les études qu'ils veulent. Vous direz, mais alors, mais c'est aberrant, ils vont tous... Ben écoutez, je vais vous dire, le résultat, bien sûr, au fil des années, c'est que les lycées professionnels sont extrêmement valorisés. Le dernier point que je voudrais dire, s'agissant du collège et qui est dans ce livre, on assiste pas mal dans Manifeste pour le collège sur ce point, c'est les modes même d'évaluation des élèves. Les modes même. Mais là, je suis sur des choses extrêmement concrètes qui peuvent même sembler très ras des pâquerettes. Mais oui, les pâquerettes, c'est intéressant. Le stress permanent des élèves français quant aux notes, quant à l'attente des bulletins, quant à pronotes, quant à tout ça qui n'est réglé par personne, sauf par la loi du stress. Bon. Mais je pourrais me lancer à démonter là, mais dans le livre c'est fait, le brevet des collèges, comme il fonctionne, etc. Mais je voudrais insister simplement sur une chose. L'élève un tel, à la fin de la classe de 5e, bon, finalement, le conseil de classe le laisse passer en 4e, d'accord? Mais alors, je peux vous dire, cet élève-là, tel que je l'imagine, il a eu toute l'année des résultats déplorables en histoire-géographie. Déplorables. Il n'a rien foutu, il s'y est jamais intéressé. Déplorable. Il passe en 4e, qu'est-ce qu'on en a à faire? La page est blanche, on remet l'ardoise est vierge. Eh ben non. En Italie, je suis désolé, le même élève, on va lui dire, bien sûr, tu passes en... Enfin, c'est pas la 4e, mais l'équivalent de la 4e. Sauf qu'en histoire, ben, il y aura un petit examen en septembre, et pendant l'été, le collège est ouvert, il y a des profs, et j'y suis, je les vois, hein, ils viennent, en dehors de la période de Ferragosto, où tout le monde dort, mais en dehors de ça, ils viennent essayer de combler les lacunes en histoire. Ça veut dire que dans le collège italien, on ne se moque pas des savoirs ni des élèves. Dans le collège français, au fond, c'est ça. On évince les élèves qu'on ne veut pas voir, hein, et on se moque des savoirs. Je crois que c'est quand même assez pour dire qu'il faudrait s'y remettre à travailler à ce collège. Voilà un petit peu ce que vous trouverez dans ce livre, mieux expliqué que j'ai pu le faire là, avec plus de détails, et notamment avec la plume de Jean-Pierre Véron. Faire avancer des choses. N'y a-t-il pas là quelques ambitions folles par rapport à soi-même? Je ne sais pas. On n'est pas obligé. Travaillant sur les sujets que mon exposé a pu amener, j'ai d'ailleurs à un moment donné bifurqué, hein, au lieu de vouloir faire avancer les choses, je me suis mis à réfléchir à mes propres savoirs, sur un mode personnel. Ça a donné un livre assez épais, une espèce d'auto-analyse de mes savoirs, qui s'appelle l'étrange affaire des mal-savoirs. J'ai créé ce nom de mal-savoir. Donc je reviens au savoir, mais avec ce doute. Des savoirs sont donc des mal-savoirs. Des savoirs vis-à-vis desquels on a une impression de malaise. Alors, comment avancer? Proposer autre chose, un autre collège, une autre éducation nationale. On court le risque du ridicule quand même, il faut reconnaître. Tant s'ils sont essayés. Hein, des petits bouquins qui vous disent ce que devrait être l'éducation nationale pour que le paradis revienne sur Terre. Alors, ce que je constate, moi, c'est que si on veut avancer, il faut quand même se demander est-ce qu'il y a un consensus avançable, si je peux dire. Or, je constate que sur les questions d'éducation, en France peut-être moins encore qu'ailleurs, il n'y a pas de consensus. Je ne veux pas m'étendre là, hein, mais que signifie la gauche en matière d'éducation? Que veut la droite en matière d'éducation? En quoi se distingue-t-elle de l'extrême droite? Oh là là, ces questions sont compliquées, pas de consensus. D'autre part, on ne peut pas réfléchir à ces questions si on n'avait pas la sidération qui naît de la menace fasciste ambiante quand même. Worldwide, pardon, dans le monde entier. Bon. Ça, c'est quand même une question. J'ai un petit peu écrit là-dessus récemment. Je ne veux pas
démontrer là, mais enfin, c'est vrai quand même, au plan politique, au plan climatique, au plan des savoirs eux-mêmes et de leur contestation, blablabla. Dans quel sens peut avancer l'éducation dans ce contexte-là? C'est des choses très difficiles et très angoissantes, hein, je crois. Mais c'est angoissant aussi dans le cas français, parce que le contexte mondial de privatisation de l'école, il faut savoir que dans les années 1990, on a compris à beaucoup d'endroits dans le monde que c'était un truc pour se faire du fric, pour faire beaucoup d'argent. Alors voilà, ça avance comme ça, et en France, on l'a compris aussi, mais même sans aller jusque-là, le cadre politique, hein, d'élaboration en fonction du nouveau management public et de la loi organique relative aux lois de finances de 2001 est quand même un contexte qui ne permet pas beaucoup de réfléchir, qui est même hostile à la réflexion. Et il faut faire du résultat, là où nous on voulait des effets sur les élèves, c'est quand même pas pareil. Voilà, donc tout ça n'est pas facile. Alors, pour essayer de répondre à la question qui m'est posée, je crois qu'on n'échappe pas, bien entendu, à en appeler à la conscience critique des acteurs et des citoyens. Il y a quand même du travail à faire là-dessus. Et, puisque c'est le mot qui est utilisé dans l'intitulé du SICUR, oui, interpeller, ne pas hésiter à choquer même s'il faut, interpeller, dénoncer, j'aurais un mot plus gentil même à dire, mais qui me plaît beaucoup, s'autoriser à réfléchir à des choses qui jusqu'ici sont passées à côté. S'autoriser à réfléchir sur ce que doit être, peut-être, la culture commune des élèves en fin de scolarité obligatoire, sujet qui a toujours été jusqu'ici contourné, on n'a jamais voulu le faire, on a dit qu'il fallait qu'ils aient enfin tout ce qu'il fallait pour les évincer, pour les traiter, des mathématiques, du français, etc. Bon. Donc, certainement, il y a des choses à faire là-dessus, sur le mode de la dénonciation et sur le mode de s'autoriser. Un point peut-être plus important, la question posée, avancer. Peut-on avancer sans se changer soi-même? Je crois qu'il est très important que chacun ait un regard, ait un regard sur ce qu'a été son rapport à l'école, ce qu'a été son rapport au savoir scolaire, etc., etc. C'est de l'enfance, c'est de l'intime. On peut pas marcher dessus. On est obligé d'en tenir compte. Et puis on peut aussi en parler. Mais c'est absolument capital. Donc, se changer soi-même. Oui. C'est important de demander, y compris aux acteurs de l'éducation, êtes-vous prêts et dans quelle mesure êtes-vous prêts à changer, à vous changer? Vous me direz, oui, mais tout ça, c'est bien joli, mais ce sont des mots. Oui, ce sont des mots, mais attendez, on va aller un tout petit peu plus loin que les mots. Alors, proposer tout autre chose. Il y a quand même ce mot de finalité, le fait que le système français n'a pas de finalité déclarée. Vous pourrez prendre le code de l'éducation comme vous voulez, vous ne trouverez pas ça. Vous le trouvez ailleurs. C'est peut-être une question, mais c'est difficile. Je constate quand même que quand le Conseil économique et social environnemental m'avait demandé il y a 1 an et demi, m'avait longuement auditionné sur l'éducation, ce qu'ils avaient retenu de ce que je leur ai, et qu'ils ont repris en premier rang dans leur rapport, c'est la question des finalités. Il faudrait s'y mettre, s'attaquer à ça. Bon, j'en dis pas plus, mais ça serait peut-être à faire. Oui, mais les finalités, ça fait pas du consensus. Oui, c'est possible. Alors. Bah, moi, j'aurais alors une attitude tout à fait différente, à laquelle on est en train de réfléchir en ce moment. C'est un petit peu deux choses. C'est d'abord réfléchir à quoi tenons-nous vraiment. Et moi, il n'y a rien à quoi je tiens, parce qu'il n'y a aucun philosophe, aucune école de pensée, aucune religion qui l'emporte. Tout ce que je sais, c'est qu'on doit s'occuper de petits humains. Et que l'anthropologie scientifique me semble pouvoir aider. Hein? Là, on peut quand même surmonter quelques dissensus. Enseigner l'humain à l'humain partout, tout de suite. Enseigner l'humain à l'humain partout, tout de suite. Il y a du Charlot un peu là-dessous. Du Bernard Charlot. Mais si ça ne suffit pas. Alors, l'autre direction, nous sommes à la recherche de ce que nous appelons des verrous.
L'idée, vous savez, le verrou, c'est un petit truc, mais qui permet d'ouvrir des grosses portes. Hein, on peut dire cadenas aussi, parfois. C'est bon. L'idée, c'est de pouvoir retenir un petit nombre de points où les contradictions sont devenues si fortes que là, on arriverait à ce qu'il y ait un accord sur faire sauter 2 ou 3 verrous. Et comme l'affaire est terriblement systémique, en faisant sauter ces verrous, on introduirait un changement. Après, il faut réveiller au grain, mais on introduirait un changement. Alors vous me direz, c'est quoi vos verrous? Bon, il faut se lancer, hein. Ça n'a pas été discuté. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le collège, supprimer l'orientation obligatoire en fin de 3e. Donc ça, comme verrou possible. Un autre, inspiré de mon parcours anglo-saxon, fait que j'ai pas mal travaillé à Cambridge, mais surtout à Oxford sur ce thème-là. Qu'est-ce que c'est qu'un examen? Cette manière dont on juge les gens dans le pays. Hein? Comment ça se passe? Et on se rend compte qu'entre tous les pays de la mouvance anglo-saxonne et nous, je devais là-bas exposer comment était le baccalauréat, ce qu'était le baccalauréat. Quand j'ai dit que nous faisions, que l'examen était obtenu de manière globale sur une moyenne, et que les résultats d'éducation physique et sportive se mélangeaient aux résultats d'anglais, aux résultats de mathématiques, pour arriver à savoir si l'étudiant en question serait bachelier ou pas. J'ai dû répéter 3 fois l'affaire. Il ne comprenait pas. Donc j'insiste là-dessus. Arrêtez de donner les examens par des moyennes. Arrêtons les bêtises quand même. Si on veut que tout ça redevienne un peu cohérent et un peu intelligent, arrêtons ces actes totalement immondes au plan intellectuel qui consistent à tout moyenner. Immondes au plan intellectuel, mais aussi immondes au plan moral. Parce qu'à partir du moment où on moyenne tout, on arrive à dire celui-là il est bon. Et là c'est tragique, parce qu'il n'y a pas une échelle sur laquelle il faut être bon. Hein, il y en a 36 des échelles dans nos vies. Bon. Mais ça c'est terrible. Hein. L'échelle consistant à additionner des points pour dire eux ils sont bons. On sait très bien que c'est les jésuites qui nous ont ramené ça de Chine il y a fort longtemps. Mais le contexte des examens mandarinaux en Chine est différent. Enfin, il y a du Confucius là-dessous. Nous, non. Bon, et ben, tout ça, c'est quand même assez tragique. Et ça fait partie de ce système d'élitisme auquel nous croyons. C'est une des idées les plus ancrées dans nos imaginaires français. Et je crois que là, ça pourrait être un bon verrou de dire on arrête de faire les moyennes et donc de dire qu'un tel il est bon, parce qu'il mène à dire que les autres ne le sont pas. Bon voilà un petit peu. Donc à la fois beaucoup d'idéalisme, hein, enseigner l'humain partout et tout de suite, et puis des choses qu'on se dit, si on essayait sur quelques trucs d'avancer comme ça. Voilà.